serait présomptueux de faire une conclusion parce que je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on peut conclure après tout ce matériau très riche. D'abord, merci, c'était absolument passionnant. Donc, je vais essayer peut-être de reformuler un certain nombre de choses qui m'ont frappé sous la forme de problématiques. Première problématique pour moi, c'est la question du paradoxe. Parce qu'en fait, on est là aujourd'hui pour parler d'un problème d'attention, mais on se rend compte que finalement, les gens restent quand même attachés au message des marques. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle, je parle de carrière, parce qu'un prof n'a pas de carrière, on est dans l'horizontalité, et j'étais dans une agence de marketing direct, chez Grey Direct. Et donc, j'ai baigné dans le call to action depuis plus de 30 ans. Et je me souviens d'expériences qu'on faisait à l'époque où on mettait des gens qui étaient volontaires sur des listes, c'était pas rouge, mais en gros, vous recevez plus de mailing. Et en fait, ces gens, au bout de 6 mois, disaient « mais c'est dramatique, je ne reçois plus de courrier. Donc remettez-moi sur la liste ». Et pareil, quand on faisait des tests d'annonces presse, on fabriquait des magazines. Et en fait, on enlevait la pub pour ne laisser que celle qu'on testait. Et les gens disaient « mais il n'y a rien dans ce magazine ». Sous-entendu, la publicité faisait partie du contenu du magazine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une appétence des individus pour ce que vous allez leur raconter. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important, il ne faut pas complexer par rapport à ça. Deuxième problématique, c'est la question de la matérialité, qui je trouve très intéressante parce que pendant très longtemps, on était sur une segmentation média en média, qui a complètement disparu, on n'entend plus du tout parler de cette segmentation. Après, il y a eu la mode du 360, donc maintenant, je suppose que ça s'appelle l'omnicanal, je suppose que c'est la réinterprétation. Et je citais tout à l'heure le regretté Umberto Eco, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'affection. Tiens, c'est une neige. Détournement de l'attention. Et en fait, le dernier livre qu'a écrit Umberto Eco, il a fait avec un auteur qui est mort aussi, qui s'appelait Jean-Claude Carrière, et ça s'appelle « N'espérez pas vous débarrasser des livres ». Et donc, c'était à l'époque où les gens disaient « le digital va tout remplacer », etc. Bon. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que nous vivons dans une civilisation matérielle, on a besoin de matériel, et le contact avec la matière, c'est absolument fondamental. Et le papier reste quand même un support qui est très très important. Donc on ne se débarrassera pas du papier, je pense. Troisième chose, j'ai trouvé très intéressant bien sûr la présentation sur les touch points et sur les points de contact. Et notamment, ça pose plusieurs questions, notamment la question de la segmentation selon les moments de vérité. Parce qu'on pourrait croiser avec... Vous savez, le zéro moment de vérité, c'est-à-dire avant que je ne rencontre le produit, le premier moment de vérité, je vais toucher le produit, etc. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, peut-être, c'est de réfléchir par rapport à la segmentation des points de contact, de la fonction que l'on attend du message. Parce que quand on diffracte son message, donc déjà, il y a la question de savoir est-ce que je suis dans une logique cross-média ou transmédia, c'est-à-dire est-ce que je raconte exactement la même chose sur tous les supports ou pas? Ou est-ce que je vectorise? Mais pour vectoriser son message, c'est-à-dire pour avoir des facettisations de sa narration sur différents supports, il faut déjà avoir une narration, et pas que du storytelling. Et puis, il faut quand même qu'elle dure dans le temps, donc il faut quand même être assez sûr de son coût en termes de contrat et d'engagement. Voilà, donc je pense que, moi, c'est une méthode que j'utilise quand je travaille avec les clients sur leur plan de communication, c'est de regarder justement cette typologie des points de contact par rapport au moment de vérité. Donc, est-ce qu'on est dans l'action ou pas? Est-ce qu'on est dans la preuve ou est-ce qu'on n'est pas dans la preuve? Et de voir finalement, à chaque étape, quelles sont les fonctions du point et qu'est-ce que je vais raconter, quelle est la facette de ma narration que je vais utiliser. Parce que je pars du principe qu'une marque riche, elle est capable de facettiser. Alors après, ça pose une autre question, qui est la question de la segmentation. C'est comment on segmente à la fois les points de contact, comment aussi on segmente sa narration sous forme de facettisation, et aussi finalement, est-ce qu'une marque, elle doit segmenter ou est-ce qu'elle doit discriminer? C'est pas la même chose. Le marketing segmente, il fait des groupes avec des gens qui sont homogènes, et les marques sont plutôt dans la discrimination au sens de je choisis mes clients. C'est-à-dire ce sont mes élus. Et quand on est effectivement c'est pour ça que j'ai posé la question sur le MOOC,
quand on est dans une logique de type coopérative ou mutualiste, ça marche pas mieux en fait. Non. Non. Si, ça marche. Enfin, je m'entends pas, mais c'est pas grave. Si, ça marche. T'es sûr? Un autre encore. Jamais 203. Donc du coup, je sais plus ce que je racontais. Désolé. Oui, c'est-à-dire la discrimination, ça veut dire que en fait, j'ai une communauté, c'est-à-dire des gens qui partagent un certain nombre de principes. Et je vous rappelle qu'il y a une différence entre un segment et une communauté, ou un segment et une tribu. C'est qu'un segment, c'est des gens qui se ressemblent, mais qui ne sont pas capables d'avoir une action collective. Ils ne vont pas descendre dans la rue, alors qu'une communauté, c'est des gens qui ne se ressemblent pas forcément, mais qui sont capables d'interagir et d'avoir une communauté. Donc là, par exemple, on est typiquement dans le cas de la communauté. Et donc, la communauté, c'est une culture, donc ça veut dire qu'il y a ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Hein, on est biker, on n'est pas biker, en gros, pour faire simple. Donc ça me semble être quelque chose de très intéressant, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, alors j'ai attendu le moment où tomberait le mot de persona, c'était à la 48e minute. Réfléchissez bien au persona, parce que la question sous-jacente, c'est est-ce que je vais catégoriser les gens selon des profils, ou est-ce que je vais segmenter des scénarios? Et c'est pas du tout la même chose. Et moi qui ai beaucoup travaillé dans le design, notamment avec Bertrand Barré, nous, on avait développé justement une méthode de segmentation selon les scénarios d'achat, d'usage et de vie, et c'est pas du tout la même approche que d'avoir une segmentation par persona. Où je dis, elle s'appelle Julie, elle a 45 ans, et elle aime les chats. Parce que ça, c'est pas forcément prédictif. Alors que le scénario, ça, c'est prédictif. Parce que je sais ce que je cherche. Voilà. Dernière chose, et puis après, je ferai mon petit gazouillis conclusif, comme on dit. Dernière chose, en plus j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, je pense que par rapport à ces questions de point de contact, je pense qu'il y a une chose qui est en train de changer pour le coup, c'est que avant on faisait la différence entre le consommateur et le shopper. C'est-à-dire, le consommateur, c'est nous à la maison, nous dans la rue, on est exposé à des messages, donc on est dans le média, la distance. Le shopper, c'est celui qui est sur le point d'acheter. Donc en gros, c'est celui qui rentre dans un espace de vente. Mais avec l'importance du mobile et le fait que toutes les décisions commencent en fait avec un mobile, enfin en tout cas avec un écran, eh bien, il me semble que cette distinction, elle est en train de tomber et qu'en fait, on est tous en situation de shopper. Et donc, ça veut dire que le call to action devient absolument déterminant. Ça me semble important. Bon, des questions par rapport à ça, ou est-ce que j'ai oublié des points? Bon, on va faire un petit quiz alors. Ça ne refait pas. Bon, alors... C'est bon, ça y est. Bon, alors, c'est un peu paradoxal, mais ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que je pense qu'il ne faut pas s'essouffler ou s'évertuer à aller toujours chercher des nouvelles solutions. Je travaille beaucoup sur la question de la consommation. Et en fait, les gens qui nous en apprennent le plus sur la consommation, c'est des gens qui sont des archéologues ou des historiens. C'est-à-dire des gens qui travaillent sur le passé. Je cite par exemple une collègue et amie qui s'appelle Laurence Fontaine, qui a travaillé par exemple sur les stratégies des pauvres au XVIIIe siècle, comment survivre quand on n'a pas de ressources. Et en fait, elle montre très bien dans son livre que c'est des stratégies qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas s'évertuer à réinventer en permanence l'eau chaude, quand c'est pas l'eau tiède. L'eau tiède, ça s'appelle le bullshit. Mais donc déjà, qu'est-ce qu'on peut retirer du passé pour nous aider dans notre appréhension finalement de la médiacratie, comme l'appelle Yves Citon. Bon. Et en fait, comme c'est bientôt Noël, vous allez avoir du temps pendant les vacances, et donc je vous recommande 3 ouvrages. Alors ça va vous étonner, parce que ça n'a a priori rien à voir avec tout ce que vous faites, mais en fait vous allez comprendre que si. Non, mais on vous enverra tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, le premier, je vais commencer par la droite pour changer, c'est un livre qui s'appelle Le temps des révoltes.
Et en fait, c'est un livre qui est fait à partir de cartes postales pour montrer comment les mouvements de révolte se sont appuyés sur un média qui était la carte postale. C'est pour rappeler, dans la matérialité, tout ce qu'on peut faire avec une carte postale, bon, avec des exemples évidemment du 19e siècle. Bon. Le deuxième, c'est donc ces 3 livres qui viennent juste de sortir. Hein. Le deuxième, c'est un livre d'un historien très intéressant sur, donc ça s'appelle La ville captivée, affichage et publicité au XVIIIe siècle. C'est pour montrer comment les mouvements révolutionnaires et aussi tous les marchands se sont servis de l'affichage public au XVIIIe dans des stratégies qui étaient à la fois des stratégies de conviction et de persuasion. Je vous rappelle la différence. Conviction, c'est cognitif, rationnel. Persuasion, c'est plus émotionnel. Bon. Et en fait, on s'aperçoit que déjà, à l'époque, on utilisait des leviers qui nous rappellent des choses qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas inventé grand-chose, en fait, en termes de format, de type de message, etc. Je vais vous montrer quelques illustrations après. Et le dernier, donc, je l'ai mis au milieu, c'est un livre de quelqu'un qui s'appelait Jean-Marie Apostolides, qui a beaucoup travaillé sur la question du théâtre. Et en fait, ça, c'est un livre posthume qui est sur l'évolution du monde du théâtre à la Belle Époque. Donc, il s'appuie sur notamment 3 pièces pour montrer comment on a créé un théâtre hypnotique. Et je pense que c'est très intéressant parce que le théâtre hypnotique, c'est une façon justement d'hypnotiser le spectateur. Or, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Alors, vous voyez, ça, j'ai pris des illustrations pour terminer quand même sur des images. Hein, vous voyez, donc, des questions qu'on se posait déjà sur la capacité de rendre public des informations. Et vous voyez que j'ai choisi ces illustrations pour montrer que déjà, les enfants étaient intéressés, qu'il y avait des gens qui regardaient. Enfin, on était déjà dans un public qui était très impliqué. Voilà, des documents d'époque voilà, qui montrent l'utilisation déjà de la couleur. Hein, on oublie tout ça. Voilà, un certain nombre d'éléments. La typographie, ça c'est pour montrer finalement les cartes postales. Voilà. Et donc, en fait, le problème auquel on est confronté, c'est un problème qui est récurrent. Parce que si on entend, si on écoute les pseudo-sociologues à la mode, hein, qui font des constats d'époque, eh bien on s'aperçoit que leurs analyses rencontrent des choses qu'on disait déjà au XIXe siècle. Donc encore une fois, rien de nouveau. Et de quoi on parle? Et de quoi on parlait déjà à l'époque? On parlait d'un sentiment, d'une perte de contact avec le réel. On parlait d'un processus de désymbolisation, en disant ça va créer des comportements sauvages et inattendus. On partait du fait que les mots ne disaient plus rien, déjà à l'époque. Alors c'était plus les fake truths, les fake news, mais déjà la perte de contact du langage avec le réel. C'était déjà une problématique à l'époque. La destruction des solidarités anciennes, avec le passage des sociétés, des communautés aux sociétés, c'est-à-dire on n'est plus dans des relations organiques, on est dans des relations fonctionnelles. C'est-à-dire que finalement, on est dans un monde qui est froid, hein, qui est technique. La multiplication des rôles sociaux, qui fait que finalement, on n'a plus accès à l'intimité, d'où l'importance du foyer. C'est très important le foyer, hein, la notion de chez-soi. Les Anglais font la distinction entre le house et le home. Le home, c'est chez moi, c'est cosy, j'ai projeté des choses. Et comme vous l'avez dit très justement, je ne laisse pas rentrer tout le monde chez moi. C'est intéressant. Et ce qui veut dire aussi, ça c'est une problématique que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, c'est que la question aussi que pose notre matinée, c'est la question du rôle partenarial des marques dans la vie des gens. Parce qu'il y a dans quels espaces elles vont rentrer. Est-ce que je peux pénétrer dans l'intimité ou pas des personnes? Ça, c'est un vrai sujet. Mais aussi, quel rôle je joue dans la vie des individus? Donc, il y a tout un tas de travaux qui ont été faits, notamment aux États-Unis, en fait, qui montrent qu'il y a une typologie des rôles de marque, de la même façon qu'une marque peut être un coach, elle peut être le petit ami, elle peut être le voisin, elle peut être etc., elle peut être l'amant. Et donc, la question, c'est de savoir, au-delà de ce que je raconte, quel rôle je joue dans la vie des gens. Ça me paraît extrêmement important. Voilà, et donc, pour terminer, hein, c'est juste pour vous donner l'envie de lire le livre de Jean-Marie Apostolides, c'est qu'il va analyser, c'est vraiment très intéressant, et c'est pas du tout un livre de prof académique,
ce qu'on appelle les livres scientifiques, pas du tout. C'est tout à fait, ça peut faire un beau cadeau de Noël, je pense. Il va montrer comment on passe du théâtre frontal au théâtre hypnotique. Donc, il y a un nouveau dispositif scénique, apparition de l'électricité, donc la lumière, ça change tout. On va mettre les spectateurs dans le noir, c'est-à-dire qu'il y aura un avant, un après, donc on va les hypnotiser en les mettant dans un... donc il y a d'abord une privation sensorielle, en leur disant « tu vas vivre un moment très particulier », donc évidemment on va capter l'attention, mais on va aussi les mettre dans un état de neutralisation de l'humeur, hein, c'est-à-dire que on va les mettre en état de veille, mais en faisant en sorte que dans cet état de veille, donc ils s'oublient leurs soucis du quotidien, mais ils se concentrent sur l'action. Et puis, donc, logique d'échange des points de vue. On va se poser à l'époque la question de la scénarisation, ce qu'on ne se posait pas du tout. Et donc, ce qui montre, c'est qu'il y a une vraie dimension chamanique du théâtre. C'est-à-dire que ça nous amène avec une puissance de type surnaturel. Hein. Le chamanisme est d'ailleurs quelque chose qui revient à la mode, hein, parce que je ne sais pas si vous avez vu les covers, comme on dit, des magazines, mais c'est la magie, le tarot. Je suis tombé hier soir sur une émission, je ne sais plus quelle chaîne. En fait, c'est en direct de quelqu'un qui vous tire les cartes. Et ça dure 10 minutes. Après, il vous renvoie sur le site. Et voilà, donc on est là-dedans, c'est-à-dire dans cette espèce de pensée magique. Voilà. Et donc, en fait, toutes ces questions-là, qui sont des questions qu'on se posait dans les années, à la fin du 19e siècle, eh bien, c'est les questions qu'on se pose aujourd'hui. Et donc là, vous avez les réponses qui ont été apportées à l'époque par les arts de la scène. Et je pense que c'est intéressant d'aller regarder ce que raconte Jean-Marie Apostolides. Je m'arrête là, merci beaucoup. Merci. Voilà, on en a fini avec... Pas de questions, je suppose, hein, bien sûr. Bon, il n'y a pas de questions. Anne-Marie, une petite question pour la route? Non, j'en ai plein la tête. En plus, son fils a fait l'USCP, donc, mais il a fait finance. Bon. Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la question de l'USCP, c'est le design. Bon, On n'a pas parlé. Ça, c'est un autre sujet. Je vous invite en tout cas à poursuivre la discussion. Si vous voulez. Non, mais c'est pas un autre sujet, parce que la question, c'est ça, est-ce que le design, quel est le lien entre le design et la communication? Eh bien, il y en a un majeur. Moi, avec beaucoup de partage, parce que c'est aussi dans le collectif, on a un jury qui décerne un label qui s'appelle le Janus, dont évidemment la poste. Et on dit qu'il y a 5 critères pour avoir un bon design. L'économie, mais c'est la même chose que ce qu'on fait dans la communication. L'investissement économique, quels sont les gains? L'ergonomie, c'est quoi l'interface qu'on appelle autrefois machine? L'esthétique, il y a évidemment une relation à l'harmonie visuelle. L'éthique, mais surtout le dernier critère qui va vous parler, le dernier enjeu, c'est l'émotion. S'il n'y a pas d'adhésion, s'il n'y a pas une envie, s'il n'y a pas une désirabilité, ça ne sert à rien. Merci. Donc si vous réussissez ça, vous avez du bon design.